Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Diabétopole pour cette première rencontre inédite avec un acteur de la diabétosphère. Le but de ces rencontres est de nous rapprocher des personnes qui font notre vie d'hommes et de femmes diabétiques pour mieux comprendre finalement ce qu'il se passe sur la planète diabète. Et ce soir, j'ai le plaisir d'être aux côtés de Laurence Bourré, qui est déléguée générale chez Dastri. Bonsoir Laurence. Bonsoir Nina. Alors, boîte à aiguilles, ça rime avec tri, ça rime avec pharmacie, ça rime aussi avec hypoglycémie, mais ce n'est pas le sujet du soir, en tout cas, je ne vous en souhaite pas ce soir. Boîte à aiguilles, ça rime surtout avec Dastri, l'éco-organisme derrière ces boîtes jaunes que nous connaissons bien, puisque c'est dans ces boîtes jaunes qu'on jette nos déchets perforants. Dans ce live, on va vous présenter la filière, on va vous expliquer comment ça marche. Laurence va vous expliquer comment ça marche. Et puis Laurence va tenter de répondre à vos questions et on va revoir ensemble les gestes de tri. D'ailleurs, pour commencer, dites-nous en commentaire comment vous utilisez ces boîtes à aiguilles. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, on est là pour apprendre et pour échanger. Et d'ailleurs, en parlant d'échange, restez avec nous puisqu'à la fin, il y aura une session de questions-réponses et là, on pourra répondre à toutes vos questions sur les consignes de tri, sur la filière et voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Nina et je suis diabétique de type 1 depuis 2012 et j'ai créé les médias Diabétopole et le webzine Le Diabète Enchaîné, deux médias qui décryptent l'actualité du monde diabétique. Alors pour commencer, Laurence, moi j'ai découvert Dastri véritablement il y a un an lorsque on a sorti le premier numéro du webzine Le Diabète Enchaîné. C'est un numéro sur le diabète et l'environnement et donc on a voulu en savoir plus sur Dastri et donc on avait fait un entretien et je m'étais rendu compte que je faisais beaucoup d'erreurs dans le tri, mais j'ai surtout appris que derrière ces boîtes jaunes, il y a un éco-organisme et vous avez des missions. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter la filière et aussi vos missions à nos chers téléspectateurs? Avec plaisir Nina. Donc Dastri, c'est une association loi 1901. Donc elle a été créée en 2012 par des entreprises de la santé pour répondre à une obligation réglementaire puisque nos parlementaires avaient voté une loi qui, à la demande des collectivités locales qui retrouvaient régulièrement des dispositifs médicaux perforants, donc qu'utilisent des diabétiques et d'autres personnes donc atteintes d'autres pathologies, dans les déchets ménagers. Et donc le fondement de cette filière, c'est de sortir les dispositifs médicaux perforants, donc les seringues, les stylos, les lancettes, enfin bref, vous connaissez ce type vous les utilisez au quotidien, ce type de produits, de les sortir de la filière déchets ménagers parce que les gens qui collectent nos déchets, donc qui viennent chercher nos poubelles, se piquent, ou ceux qui sur les tapis de tri cherchent à enlever, à enlever les déchets qui ne sont pas recyclables et à recycler ceux qui sont recyclables, se piquent et ça crée des accidents. Donc en discutant avec des patients, je me suis rendu compte que beaucoup de patients n'avaient pas conscience en fait du risque. D'abord parce que l'essentiel des personnes qui utilisent ce type de dispositif sont des patients diabétiques et le diabète, ce n'est pas une maladie transmissible, il n'y a pas de risque infectieux. Sauf que quand on est sur un tapis de tri ou quand on est derrière un camion de collecte et qu'on se pique, on ne sait pas si le patient source, donc la personne qui a utilisé le dispositif médical, est atteint d'une pathologie qui peut être transmissible ou pas. Donc, à titre préventif, on traite les gens pour le pire, c'est-à-dire le VIH, le VHB, le VHC. Donc, c'est beaucoup de stress pour les gens qui se piquent parce qu'ils attendent parfois plusieurs mois avant de savoir si, oui ou non, ils ont été contaminés. Donc, dans la majorité des cas, il n'y a pas de risque de contamination, mais comme on ne le sait pas, on va créer ce qu'on appelle un risque, on va dire, de stress, on va dire, pour les personnes qui sont piquées. Donc, l'objectif, c'est d'éviter ces accidents, d'éviter le risque, l'anxiété qui va avec pour la personne qui se pique, mais aussi pour l'entourage de la personne. Donc, c'est la raison pour laquelle nos parlementaires ont voté une loi qui prévoit d'organiser une collecte spécifique, donc séparée des déchets ménagers, pour collecter ce type de déchets en toute sécurité et à donner pour responsabilité aux entreprises qui mettent sur le marché ces produits d'organiser, de financer cette collecte. Voilà. Oui, parce que vous travaillez les laboratoires, vous
vous êtes en contact avec ces laboratoires et donc il y a une relation et il y a une responsabilité à la fois de la part des laboratoires et de Dastri et du gouvernement. Oui, alors en réalité, la responsabilité, elle est transférée, ou en tout cas l'obligation de prendre en charge ces déchets, elle est transférée des entreprises à l'éco-organisme qui finalement mutualise ces obligations. Donc pour le compte de 63 entreprises aujourd'hui, en l'occurrence sont toutes les entreprises qui mettent sur le marché en France ce type de produit, elles assument cette responsabilité en organisant la collecte de ces déchets et le traitement de ces déchets contre rémunération. Donc les entreprises financent l'éco-organisme, donc association à but non lucratif, et l'association met en œuvre le dispositif en faisant fabriquer les boîtes, en les mettant à disposition des pharmacies pour les patients, en les collectant et en communiquant. C'est ce qu'on fait ce soir pour que les personnes sachent que ce service existe, qu'il est gratuit, entièrement gratuit, et qu'elles l'utilisent pour éviter que les déchets ne se retrouvent dans les déchets ménagers. Et on va voir tout à l'heure dans un atelier pratique comment bien utiliser ces boîtes. Quelle est la place du diabète dans les DASRI? Alors l'essentiel des déchets que l'on va collecter sont produits par des patients diabétiques. Alors il faut que je précise que Dastri ne s'occupe que des personnes qui se soignent à domicile. Donc Dastri ne s'occupe pas des professionnels de santé ni des établissements hospitaliers. Notre responsabilité couvre uniquement les particuliers, donc les personnes qui se soignent à domicile sans intervention d'un professionnel de santé. Donc sur 1,3 milliard de dispositifs médicaux perforants qui sont utilisés à domicile chaque année, les diabétiques représentent près de 90%. Parce que les personnes qui sont atteintes de diabète vont non seulement se soigner, mais aussi se surveiller. Donc elles se piquent plusieurs fois par jour, donc elles produisent beaucoup plus de déchets de ce type que des pathologies qui vont nécessiter une injection par mois ou par an pour certaines pathologies. C'est fou qu'on soit si important dans la filière. Et alors quels sont les déchets concernés par le diabète? Alors, tous les dispositifs médicaux que vous utilisez pour vous surveiller, donc on a tout ce qui est lancette pour aller prélever donc une goutte de sang. Maintenant, on a des dispositifs médicaux plus sophistiqués avec électronique et piles. Et ça ferait l'objet d'un live spécifique, même si je vous apporterai quelques réponses aujourd'hui. Mais on fera un live spécifique sur tous ces déchets issus d'une rupture technologique qui change la vie des patients. Et en septembre, alors je rebondis là-dessus, en septembre, on fera un autre live avec Dastri pour parler spécifiquement des Dastri avec composantes électroniques, donc les pods, les capteurs, tout ça. Donc je parlais des capteurs glycémie en continu, en plus des lancettes qui permettent donc de surveiller son taux de glycémie. Et puis ensuite tout ce qui permet d'injecter de l'insuline, donc stylo, seringue, etc. Donc tout ce qui est perforant et qui permet de se surveiller ou de se soigner. Justement, là, on a une jolie boîte à aiguilles. Alors là, on a deux formats de boîtes à aiguilles. Ce sont celles qui sont disponibles actuellement. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on a une grande boîte. Donc c'est la boîte un peu carrée qui remplace donc les autres grandes boîtes parce que celle-ci, elle permet de mettre tous les types de déchets, qu'ils soient un peu hauts, comme certains stylos qui ne concernent pas les personnes diabétiques, mais d'autres types de pathologies, que ça concerne les applicateurs. Donc, on parlait de capteurs de glycémie en continu, donc les applicateurs de capteurs de glycémie en continu qui rentrent donc dans cette boîte, ou tous les autres types de déchets. On a parlé de seringues, de lancettes, bref, voilà, tous les dispositifs médicaux pour se surveiller et pour se soigner. Donc, c'est la grande boîte. Et puis, on a une petite boîte qui, elle, la petite boîte, a vocation à être emmenée en déplacement, au bureau, etc., ou pour les enfants. Et on l'utilise aussi pour les autotests, donc diagnostics, donc VIH, parce que ça se fait une fois par an. Donc, et ça ne concerne pas forcément des gens qui sont atteints par la pathologie, mais qui veulent vérifier qu'ils ne le sont pas. Et ça se fait peut-être une fois par an, voilà. Et donc, on utilise la petite boîte pour jeter l'autotest. Donc là, on a plusieurs choses. On a bien sûr les lancettes qui, elles, vont dans la boîte à aiguilles. On a les aiguilles, on a les applicateurs de capteurs parce que, grande nouveauté, les capteurs ne vont pas dans la boîte à aiguilles parce qu'il n'y a pas d'aiguille.
Donc par exemple, les capteurs freestyle, elles ne vont pas dans les boîtes à aiguilles, ni les capteurs Dexcom et Enlight. Par contre, les applicateurs, oui, on en a deux. Tu me corriges, hein, Bien sûr. parce qu'il y a l'aiguille à l'intérieur, donc ça rentre. Et ça aussi, la partie avec le ressort, elle va dans la boîte parce qu'il y a l'aiguille. Merci pour ces petites Alors peut-être je oui. peux préciser que par exemple l'applicateur donc de Freestyle ou l'applicateur Dexcom Ouais. contient une aiguille, donc Ouais. doit être éliminé dans la Mhm. boîte jaune. Par contre, l'applicateur du Enlight de Medtronic, lui, ne contient pas d'aiguille, Mhm. donc peut aller dans les déchets ménagers. D'accord. Donc ce qui va vraiment faire la différence au niveau Mhm. du geste de tri, c'est est-ce qu'il y a un perforant Mhm. ou pas. Mhm. S'il y a un perforant, pas de question, ça va dans la boîte jaune. Mhm. D'accord. Il y a aussi des déchets plus complexes. Tu en parlais, c'est les capteurs de glycémie et les pompes Omnipod. Moi, j'ai rapporté ma petite boîte. Donc, c'est la boîte que mon prestataire de santé m'a fournie avec la pochette plastique. Et là, on a plein de pods. Donc, ces pods-là, ils ne vont pas dans la boîte à aiguilles. Ils vont ici. Et donc, cette boîte-ci, elle est à déposer en pharmacie également. Oui. D'ailleurs, il y a une campagne qui est en cours, une campagne de collecte qui est en cours et qui se termine le 30 juin. C'est ça. Donc, si vous avez des pods à la maison, vous les mettez dans le sachet plastique, la boîte en carton, vous fermez tout ça et on dépose à la pharmacie. Et je peux apporter Oui. peut-être un petit complément. Ouais. Alors là, c'est un peu particulier. Tout à l'heure, je vous disais, c'est le perforant qui fait que ça va dans la boîte ou pas. Donc ça vaut pour les applicateurs de capteurs en glycémie, capteur glycémie en continu, mais ça ne vaut pas pour la pompe. Parce que dans la pompe, il y a un perforant, mais pourtant, on ne va pas la mettre dans la boîte jaune. Il y a un perforant, mais il y a aussi de l'électronique et des piles. Donc, il faut savoir que derrière le circuit des boîtes, c'est de l'incinération avec la valorisation énergétique. On utilise la chaleur pour chauffer, mais c'est de l'incinération ou c'est du pré-traitement par désinfection. Donc, c'est une autre façon de traiter les déchets. Ça veut dire quoi? Alors, pré-traiter par désinfection, ça veut dire broyer, chauffer, pour qu'il n'y ait plus le risque infectieux et que ce ne soit plus reconnaissable. Donc, par exemple, sur nos territoires d'outre-mer, donc je ne sais pas si on a des ultramarins ce soir, mais sur nos territoires d'outre-mer, on a très peu d'usines d'incinération. On n'en a qu'à Saint-Barthélemy et à Fort-de-France, en Martinique. Donc ailleurs, on utilise cet autre mode de traitement qui est le pré-traitement par désinfection. On broie, on chauffe. Et ensuite, on n'a pas d'autre solution. On l'enfouit dans ce qu'on appelle un centre de stockage qui, il y a des années, était ce qu'on appelait une décharge. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus sophistiqué, mais ça reste quand même un centre pour stocker des déchets dont on ne sait pas quoi faire. Voilà. Donc celui-ci, peut-être pour compléter, et on a dit tout à l'heure qu'on aurait un live spécifique en septembre, parce qu'on attend la publication de textes qui vont nous permettre de proposer un service élargi pour ce type de dispositif médical, et qui va nous permettre de les recycler en France. Aujourd'hui, la pompe, on la recycle en Suisse dans le cadre d'opérations ponctuelles qui sont des opérations dérogatoires, expérimentales. Donc ça va se terminer à la fin de l'année parce qu'on attend la publication de texte qui va nous permettre de le faire en France. Donc tout ce qui est perforant dans la boîte jaune, sauf ceux où il y a de l'électronique et des piles, parce que ceux-là, ils vont suivre un circuit particulier qui va permettre de les recycler. Là, je viens de voir une question dans les commentaires par rapport aux stylos à insuline. Est-ce qu'on les met dans la boîte à aiguille? Alors, deux sujets. Soit on a un stylo avec aiguille sertie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas enlever l'aiguille. Et si on ne peut pas enlever l'aiguille, tout va dans la boîte. En revanche, si on a un stylo réutilisable où on peut changer l'aiguille, le stylo va à la poubelle, déchets ménagers, pas recyclables. Aujourd'hui, on ne recycle pas les dispositifs médicaux, même non perforants. Et par contre, l'aiguille seule va dans la boîte jaune. D'accord, très bien. Un autre déchet avec électronique, c'est les capteurs de glycémie, notamment freestyle. Bon, pour moi, c'est toute une histoire. J'en collectionne des dizaines parce qu'ils ne sont pas encore collectés
ni recycler. Et je ne sais pas en quoi en faire à part des œuvres d'art. On attend une initiative de la part de Abbott pour proposer une solution de tri des capteurs. Je sais qu'aux États-Unis, ils ont lancé un programme de récupération par voie postale. Donc en fait, Abbott vous envoie une enveloppe dans laquelle vous mettez les capteurs usagés et vous les renvoyez ensuite à Abbott. Bon, c'est gratuit. Aux États-Unis, ils n'ont pas d'Astri, donc moi je comprends que ce soit une idée qui soit intéressante. Je ne verrai pas quelque chose comme ça en France, mais dites-nous à la maison qu'est-ce que vous pensez de cette idée. Moi, bon voilà, je le dis. Je trouve qu'il serait temps qu'on fasse quelque chose avec ces capteurs. Dites-nous à la maison si vous êtes d'accord avec moi. Est-ce que vous faites des œuvres d'art avec vos capteurs? Alors, je peux apporter une petite information, même si ce n'est pas un dispositif qui est mis en place par l'éco-organisme. Je sais que Abbott a prévu de mettre en place un dispositif spécifique pour ces capteurs et que c'est en cours de mise en œuvre. Il faudra leur poser la question, mais ils viennent d'obtenir l'autorisation de mettre en place un dispositif spécifique qui serait, parce qu'il faudra le vérifier avec eux, qui serait calé sur le dispositif que tu viens de décrire aux États-Unis. D'accord, très bien. Merci pour ces précisions. En discutant avec toi, en fait, on se rend compte que les personnes diabétiques sont fondamentales dans le circuit, dans la filière d'Astri. C'est de nous que dépend finalement un peu le bon fonctionnement, la fin de vie de nos aiguilles et le bon fonctionnement de la filière. Tout à l'heure, je proposais qu'on fasse de nos FSL des œuvres d'art, mais il y a déjà quelqu'un qui a eu cette idée. Alors, je voudrais accueillir sur ce plateau l'artiste Rodrigo Reynoso, qui est notre invité surprise. Rodrigo, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de venir sur ce plateau de tonnerre. Rodrigo, les lecteurs du webzine te connaissent déjà, puisqu'on avait fait ton portrait dans un des numéros. Tu es artiste et ambassadeur d'Astri. Tu travailles en fait avec les déchets perforants, donc nos aiguilles, nos capteurs, les boîtes aussi à aiguilles. Et je voulais te demander, avec ces œuvres, quelle image du diabète as-tu envie de montrer? Alors, moi, je travaille moins sur... Alors, excusez-moi, Laurence, tu peux peut-être partager le micro. Ah pardon, excuse-moi. Et tu veux qu'on change? Ça sera plus facile si tu te mets peut-être là. Je te laisse aller. Super, merci. Oui, moi en fait je travaille moins avec l'image du diabète qu'avec en fait l'image de la consommation et qu'est-ce que l'être humain emploie pour rester en vie. Du coup, dans le cadre des maladies, ça passe par des instruments, des injections, des piqûres, des capteurs, des lancettes et tout, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de questionner l'image de notre consommation et qu'est-ce que l'humain a entrepris pour voilà, qu'on reste ici. Ah, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il met le doigt sur quelque chose qui est important. Dans n'importe quelle autre filière comme d'Astri, parce que ça existe sur les piles, les lampes, les téléphones, etc., on est consommateur. Là, c'est une question de vie ou de mort. Donc on n'a pas le choix. On n'a pas le choix d'utiliser ce type de dispositif médical comme on l'a pour un téléphone ou pour une lampe. Donc c'est un vrai sujet. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut rien faire pour limiter les quantités de déchets? Nous, on croit qu'on peut quand même faire des choses, mais pas au niveau des patients sur la conception, au niveau des entreprises. Et c'est pour ça qu'on essaie de les aider dans cette direction. Et après, il faut effectivement bien positionner ces déchets dans les bons circuits une fois qu'ils ont été produits, quoi. Et il y a des campagnes, je pense à la campagne de Véronica, c'est une campagne, donc Véronica, elle a créé Type 1 EU et elle a lancé une campagne début juin pour sensibiliser en fait les entreprises et les personnes aussi diabétiques à réduire déjà à montrer comment on trie et on recycle ailleurs qu'en France. Et vous étiez en live avec elle d'ailleurs. Donc montrer comment ça se passe autre part et sensibiliser les entreprises pour qu'elles fassent un effort d'éco-conception. Là par exemple le magnifique applicateur Dexcom
qui pèse 3 tonnes et qui fait 40 mètres de long, on sait déjà que le G7 sera moins imposant. Donc peut-être que le G12 sera presque invisible, on l'espère. Mais oui, c'est tout à fait. Voilà un exemple d'entreprise qui a fait un effort sur la conception de son dispositif médical, puisque, d'après ce que nous dit l'entreprise, le G7 fera 30% de poids et de volume en moins que le G6. Donc voilà des efforts en termes de conception que peuvent faire les entreprises sur les déchets. Et je rebondis sur ce que tu disais concernant Véronica, qui a effectivement lancé une campagne pour sensibiliser à la bonne gestion des déchets des diabétiques en Europe. Et elle m'a invitée pour qu'on explique comment on gère ça en France, parce qu'il faut rappeler que les personnes qui sont diabétiques en France bénéficient de ce service entièrement gratuit. Ce sont les seuls, puisqu'on est le seul dispositif de ce type en Europe. Il existe 2 provinces au Canada et un État aux États-Unis qui démarre, la Californie. Donc on est une belle exception française. Et vous avez lancé alors, les ambassadeurs d'Astri, dont tu fais partie. Comment vous vous êtes rencontrés et qu'est-ce que ça veut dire d'être ambassadeur, Rodrigo? Comment on s'est rencontrés, Rodrigo? On s'est rencontrés parce que dans le cadre d'un projet d'exposition que je voulais faire et que j'ai réussi à faire d'ailleurs, en fait j'avais envie de tapisser un mur de boîtes d'Astri pour justement parler de tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, de la consommation et tout, et du recyclage, de ces problèmes contemporains. Et je ne pouvais pas aller tout simplement dans une pharmacie et leur demander une 50aine de boîtes. C'était pas envisageable, donc j'ai réussi à avoir le contact de Laurence avec un petit peu de travail, avec l'aide des gens de l'AJD que j'avais rencontré une année auparavant. L'Association des jeunes diabétiques. Voilà, c'est ça. Et du coup, quand on a commencé à rentrer en contact, vous avez bien aimé le projet, et vous avez décidé de m'aider dans cette création, enfin dans ces nouvelles créations. Donc j'en suis très reconnaissant, parce que c'est des œuvres que j'aime bien. Et réciproquement, voilà. Parce qu'on trouvait que c'était très intéressant d'aborder le sujet autrement. C'est vrai qu'on s'est rendu compte, par exemple, sur certains territoires, que c'est encore un peu tabou d'être diabétique. Alors que nous, ça nous semblait tellement naturel. Je veux dire, des diabétiques, il y en a beaucoup, que ce soit de type 1 comme vous, ou de type 2. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une perception de la pathologie qui n'était pas encore complètement fluide. Donc on s'est dit, tiens, ça c'est intéressant parce que ça permet de donner une autre image de la pathologie, des déchets qui sont produits dans le cadre de cette pathologie. Donc ça nous intéressait beaucoup, cet angle un peu artistique. Parce que finalement, c'est quelque chose qu'on a envie de montrer, pas de cacher. Et Rodrigo, alors on peut retrouver ton travail sur Instagram à Rodrigo Objet Regard. Tu as aussi un site internet. Donc je vous invite, chers spectateurs, à découvrir les boîtes que tu as illuminées avec des panneaux LED, mais aussi d'autres œuvres qui mettent en scène nos aiguilles, nos capteurs, tout ça. Alors, dans ce live, il n'y a pas de pub, par contre, il y a des pauses glycémie. Donc je vous invite chez vous à faire une glycémie. Moi, je vérifie. Je suis en train de monter en hyper. Tout va bien. J'espère que chez vous, vous êtes dans la cible. Ou pas, c'est pas grave. Je reviens vers toi, Laurence, pour parler des lois, de la législation qui régule finalement vos actions. Là, il y a la loi économie. Il y a la loi économie circulaire qui a été publiée. Ma question est double. Qu'est-ce que ça change pour vous? Qu'est-ce que ça change pour les laboratoires? Et puis, qu'est-ce que ça change pour nous en tant que personnes diabétiques? Alors, qu'est-ce que ça change? Ça change le fonctionnement des filières qu'on appelle la responsabilité élargie des producteurs. Hein. Donc, j'évoquais le fait que les parlementaires, à un moment, ont donné la responsabilité de la fin de vie des produits aux entreprises qui les commercialisent. Donc, ça change un peu le fonctionnement de toutes les filières, pas seulement pour les DASRI, mais aussi pour les lampes, pour les piles, etc. etc.
Donc il y a par exemple la mise en place d'une campagne de communication nationale, tout produit confondu, qui va désormais s'installer dans le paysage pour sensibiliser les gens à justement la fin de vie une bonne gestion de la fin de vie de leurs déchets. Ensuite, qu'est-ce que ça change pour la filière, donc pour les entreprises et pour l'éco-organisme? Il y a une réglementation spécifique, j'en ai parlé tout à l'heure, concernant les déchets électroniques. Donc ça va nous permettre d'organiser le recyclage en France, donc à partir de l'année prochaine. Donc on le préparera cette année, on le mettra en œuvre l'année prochaine. Et c'est vrai que jusque-là, on l'expérimentait et on dérogeait à la réglementation pour pouvoir le faire. Là, on va pouvoir le faire et proposer ce service en continu à tous les patients qui utilisent des dispositifs médicaux donc perforants avec électronique. Et ensuite, qu'est-ce que ça change pour vous, les patients? Ça va changer le fait que vous allez plus rapporter, par exemple, ce type de déchets ponctuellement à la pharmacie, mais en continu, vous pourrez les emmener au quotidien comme vos autres déchets. Vous n'attendrez pas les opérations de collecte ponctuelles. Donc, ça sera un peu plus simple, un peu plus fluide. Toutes les pharmacies, je le rappelle, participent à ces opérations de distribution des boîtes et on aura un emballage un peu particulier, je vous le montrerai en septembre, pour les dasseries avec électronique et aussi à la collecte de ces déchets. Et oui, d'ailleurs, là, vous avez lancé, on en a parlé dans le dernier webzine, Le Diabète Enchaîné, vous avez lancé des nouvelles boîtes à aiguilles avec 20% de plastique recyclé. Donc, c'est aussi un autre de vos engagements dans l'économie circulaire. Oui, alors on organise tous les ans un baromètre, donc je vous invite à y répondre nombreux. On passe à la fois par l'IFOP, par la Fédération française des diabétiques qui nous aide. On l'a publié dans le webzine aussi. On l'avait publié en novembre. Tout à fait, par le webzine aussi. Donc l'idée, c'est de recueillir l'avis et les propositions aussi que peuvent faire donc les personnes qui utilisent ce service. Et dans les préoccupations des personnes qui sont interrogées et qui utilisent le service d'Astri, il y avait cette préoccupation environnementale, parce que c'est vrai que pour pouvoir éliminer ces déchets en sécurité, on crée de nouveaux déchets que sont les boîtes. Donc pour limiter cet impact environnemental, on avait demandé aux personnes qu'est-ce qui vous semble le plus intéressant, réutiliser, injecter du plastique recyclé dans ces boîtes, recycler les dispositifs médicaux eux-mêmes. Donc, les répondants donc, au questionnaire nous disent on voudrait des boîtes en plastique recyclé. Alors, la réglementation ne nous le permettait pas, mais on a levé un certain nombre d'obstacles pour injecter 20% du plastique de la boîte qui est désormais du plastique recyclé. Donc, c'est une première. C'est la première fois en tout cas en France, que l'on injecte du plastique recyclé dans ces boîtes-là. Et donc, les personnes qui utilisent ce service seront les premières à bénéficier de ce type d'innovation, entre guillemets. Et puis, on va jusqu'à recycler les dispositifs médicaux avec ceux qui contiennent de l'électronique. On va commencer à le faire en France l'année prochaine. On le fait en Suisse déjà depuis 3 ans. Et puis, on travaille aussi sur la réutilisation des boîtes. On voudrait expérimenter la réutilisation des boîtes. Et ça sera pour 2022. On fera un appel à donc volontaires pour participer à cette opération. Donc, on en rediscutera, Nina, et tu relayeras cet appel. Alors, nous, on s'injecte de la suline et vous injectez du plastique recyclé. Tout est lié, finalement. Si tu es d'accord, je propose qu'on passe aux questions-réponses. Bien sûr. J'ai vu qu'il y en avait déjà quelques-unes sur le live. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Maintenant, j'ai les yeux complètement fixés sur mon écran. Vous pouvez poser. Il y en a déjà une de Juju, la diabétique du 57, qui dit que dois-je faire si mon pharmacien refuse de récupérer ma boîte à aiguilles? Alors, si le pharmacien refuse de récupérer la boîte à aiguilles, il faut nous appeler. Vous avez un numéro vert, un numéro patient que vous trouvez sur le site, que vous trouvez sur les boîtes. Il est juste ici. Voilà, donc à vos boîtes alors. Voilà, donc sur vos boîtes, sur le site internet, pour ceux qui n'auraient pas accès à internet ou qui ne seraient pas à l'aise avec l'outil internet. Et nous, on va appeler le pharmacien pour lui expliquer, parce que c'est possible que celui ou celle sur qui vous êtes tombé ne savait pas. On a des stagiaires, on a des préparateurs ou des préparatrices
on a des jeunes pharmaciens, donc voilà. Mhm. Enfin, les jeunes savent plutôt mieux que les anciens, puisqu'on fait aussi des formations à l'université. Donc, les jeunes pharmaciens, aujourd'hui, pour l'essentiel, sont formés avant même d'être en officine. Ils savent que le service existe. Donc, vous nous appelez, nous, on va appeler le pharmacien pour lui expliquer. En général, il suffit qu'on l'appelle pour lui expliquer pour que ça se résolve. Et si vraiment il y avait un souci, on en parle à l'ordre des pharmaciens, puisque depuis la loi que tu as citée de 2020, toutes les pharmacies ont l'obligation de récupérer ce type de déchets. Et qu'en est-il des boîtes avec les pods? Alors les boîtes avec les pods, c'est un peu particulier. Les pharmacies doivent nous demander avant, nous dire avant quels ont des patients qui sont équipés avec ce type de dispositif. Et nous dire quelles sont les quantités qu'elles ont. Comme on fait des opérations ponctuelles de collecte, on doit savoir quelles pharmacies ont besoin de ce service et quelles sont les quantités à enlever pour prévenir le logisticien qui va venir les chercher. Donc sur 20 000 pharmacies en France, à peu près, il y en a à peu près 5 000 qui ont participé une ou plusieurs fois à l'opération de collecte. Donc normalement, toutes les pharmacies qui ont des patients équipés participent à l'opération. Mais toutes n'ont pas des patients qui sont équipés de la pompe Omnipod. D'où la différence. Toi, tu as eu des problèmes, Rodrigo, pour déposer tes boîtes à aiguilles quelle est ta relation avec les boîtes à aiguilles? Alors moi, j'ai jamais eu de problème avec mes boîtes à aiguilles, non. Non. Ouais, tes pharmaciens les récupèrent sans problème. Alors, moi, je n'ai jamais eu à leur donner vraiment. Je l'ai fait il y a longtemps. En fait, on allait, au lieu de les donner en pharmacie, il y avait des bornes au tout début. Et du coup, moi, j'allais aux bornes. Et puis, je ne sais plus quand c'était. À un moment donné, que je suis parti vivre en Argentine pendant un certain temps. Et du coup, là-bas, j'avais plus besoin je les gardais tous avec moi, les déchets. En me disant qu'un jour je reviendrai en France et je les jetterai correctement. Ce que je n'ai pas fait parce que je les ai transformés en œuvres d'art, du coup j'avais plus de déchets. Très bonne idée. Et donc depuis que je suis revenu en France, je n'ai jamais eu à leur donner de boîtes. Ils m'ont donné des boîtes, mais je les ai jamais retournées. En fait, là on a un exemple intéressant de seconde vie. Donc normalement dans les déchets de soins, ça n'a qu'une vie parce qu'on les utilise et ensuite on les jette. Alors que pour d'autres produits de grande consommation, on va parfois les réparer, les réutiliser. Lui, il les réutilise pour en faire des œuvres d'art. Mais c'est pas tout le monde. Oui. J'ai lu beaucoup de commentaires sur Facebook qui disaient que, comme on en parlait, que les pharmacies refusaient et que du coup, ces personnes allaient à la déchetterie. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est pas du tout normal d'aller à la déchetterie pour jeter ses aiguilles? Alors, je vais avoir un discours un petit peu plus nuancé parce que sur certains territoires, il y a des déchetteries qui acceptent les daceries. Alors, ça vient de l'histoire, c'est-à-dire qu'avant que la filière ne se mette en place, je rappelle qu'elle a démarré en 2013. Donc, avant 2013, certains territoires avaient organisé la collecte de ce type de déchets et notamment à l'initiative de collectivités locales. Donc, par exemple, en Bretagne, on a pas mal de déchetteries qui acceptent les déchets, ce type de déchets, parce qu'elles le faisaient historiquement et qu'elles ont continué à le faire. Donc, c'est pas normal quand il n'y a pas de déchetterie qui le fait. Et d'ailleurs, elles vous le refuseront parce qu'elles n'ont pas organisé le stockage, etc., de ces déchets. Mais sur certains territoires, quand on est en Bretagne, quand on est en Outre-mer, il y a quelques déchetteries aussi qui proposent l'accueil de ces déchets. On peut les ramener en déchetterie. Là, quelqu'un demandait les tubulures de pompe à insuline. Ça ne va pas dans la boîte à aiguilles? Non, que la partie perforante, c'est-à-dire l'aiguille qui permet donc... mais on peut déconnecter la tubulure, sauf si on ne peut pas la déconnecter. C'est la même réponse que pour le stylo tout à l'heure. Si l'aiguille ne peut pas être séparée du reste, alors tout va dans la boîte. Par contre, si l'aiguille peut être séparée, juste l'aiguille. Quelqu'un me demande de rappeler quelle partie du capteur se met dans la boîte à aiguilles. Alors, c'est la partie avec le ressort. C'est la partie applicateur. Donc, l'applicateur, du Freestyle Libre, du Dexcom vont dans la boîte jaune.
En revanche, pour l'instant, le capteur n'a pas de solution, mais je l'évoquais tout à l'heure, en tout cas pour le freestyle libre. Je ne sais pas quelles sont les consignes qui sont données pour les autres capteurs avec électronique, mais en tout cas pour Abbott, il y a un système qui va se mettre en place. J'imagine d'ici la fin de l'année, il faudrait voir avec Abbott et poser la question. On tâchera d'aller les contacter pour en savoir plus. Alors, quand on part en vacances, où doit-on jeter ses déchets? Alors, comme à la maison, on les ramène en pharmacie. Des pharmacies, il y en a partout, si on est en France. Oui. Alors, ça fait 2 ans qu'on est quand même pas mal en France. Mais si cet été, vous partez à l'étranger, alors, emmenez votre boîte jaune et surtout, ne jetez pas vos perforants dans des emballages qui ne seraient pas sécurisés. Donc, le mieux, c'est effectivement de ramener sa boîte en pharmacie ou de la ramener sur un site qui a l'habitude de prendre ce type de déchets. Donc, j'imagine qu'en établissement hospitalier, etc., ils ont des circuits d'élimination partout dans le monde. En revanche, pour les patients, c'est un peu plus compliqué. Donc, si on est en France, on le ramène à la pharmacie. Même si on est en vacances, on va chercher une boîte. Si on a oublié sa boîte pour partir en vacances, on va la chercher à la pharmacie de la plage. Et par contre, si on est à l'étranger, on fait bien attention à les jeter soit dans un circuit approprié, en se renseignant localement, soit dans un emballage sécurisé qui permet d'éviter que les gens se piquent. Moi, je me souviens quand j'étais partie étudier à l'étranger, j'avais tout mis dans une boîte, une bouteille d'eau transparente parce que j'avais été à la pharmacie, c'était aux États-Unis, j'avais été à la pharmacie, je leur ai dit qu'est-ce que... Non, c'était en République tchèque et j'avais essayé de leur demander où est-ce que je jette mes aiguilles. Bon, en plus, mon tchèque n'était pas très bon. Et donc, j'avais fait le choix de mettre tout dans une bouteille d'eau et de le ramener. Donc, il y en a qui ramènent des aimants. Moi, j'ai ramené mes déchets de la République tchèque. Alors, Angélique qui me demande, le capteur, il va où? Le capteur, pour l'instant, il ne va nulle part parce qu'il n'y a pas de solution encore. Et comme Laurence disait, Abbott travaille à proposer une solution de récupération. Donc, pour l'instant, on garde les capteurs et on en fait des œuvres d'art si on le souhaite. Ou juste on les stocke et on attend qu'il y ait une solution pour pouvoir les mettre dans la bonne filière. Oui, c'est ça. Une autre question. Ma question. On avait les formats de boîtes. Alors, sur les réseaux, c'était mitigé. Il y en a qui disaient oui, des boîtes plus petites, des boîtes plus grandes. Comment ça se décide finalement quel format la boîte va avoir? Alors pour démarrer, on a pris ce qu'il y avait. Quand on a démarré en 2013, on a regardé ce qu'il y avait comme boîte sur le marché. Donc c'est des boîtes qui sont vendues à l'hôpital principalement, ou à des médecins, ou à des infirmiers. Puis on a dit, bon ben voilà, on prend ce qu'il y a. Et puis ensuite, on a essayé d'identifier quels étaient les volumes de déchets qui étaient produits par les personnes. Et on s'est rendu compte qu'avec une boîte d'à peu près 2 litres, les patients qui produisent le plus de déchets vont en utiliser 4 par an. Donc ça nous semblait raisonnable, ce volume de boîtes-là. Plus, ça veut dire qu'ils les auraient ramenés moins souvent, mais par contre, ça aurait pris de la place à la maison. Et moins, ça aurait impliqué qu'ils les ramènent beaucoup plus souvent. Donc on est parti sur cette taille-là, plus la petite pour ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire les déplacements, les enfants, les autotests VIH, etc. Sachant que quand on a interrogé les personnes qui utilisent le service, on n'avait pas vraiment de réponse tranchée sur est-ce qu'il fallait changer, pas changer. Puis tu sais comment c'est, les gens ils n'aiment pas trop changer, donc une fois que les boîtes sont là, quand on leur propose de changer, ils ne sont pas toujours enthousiastes. Donc si vous avez des propositions à nous faire, n'hésitez pas, on a le baromètre IFOP chaque année qui pose des questions sur ces sujets, ou écrivez-nous directement ou appelez-nous, mais visiblement, majoritairement, ce type de format a l'air de convenir. On a Patricia qui nous demande, qui vous demande, pourriez-vous créer une infographie simple avec tous les déchets du diabète et la direction qu'ils doivent prendre? Il me semble que vous avez déjà ce type d'informations sur votre site internet.
Non, parce que c'est vrai que les déchets qui ne concernent pas d'Astri Oui. ne font pas l'objet d'une communication. Oui. Mais par contre, je prends l'idée et je vais réfléchir avec mes homologues parce que dans les déchets du diabète, il va y avoir des emballages, il va y avoir des notices, en plus des dispositifs médicaux, etc. Donc, je prends l'idée et puis je vais voir avec mes homologues, donc des autres filières qui gèrent les emballages, les notices, etc., dans quelle mesure on pourrait imaginer une petite infographie qui dit vraiment, pour cette pathologie, quels sont tous les types de déchets et quels sont les circuits. Oui. Très bonne idée. Parce que, par exemple, les stylos à insuline ne vous concernent pas, mais pourtant, elles sont liées aux aiguilles. Et moi, je sais que j'avais eu beaucoup de mal. Par exemple, les cartouches d'insuline qui sont là, d'ailleurs, j'en prends une. Les cartouches d'insuline, ça, moi, je l'ai jeté dans la boîte à aiguilles, mais non. Et non. Ouais. Donc les cartouches d'insuline, normalement, ça va dans la filière cyclamède, donc ça revient en pharmacie, mais ça ne suit pas le même circuit parce qu'il n'y a pas de risque d'effraction cutanée, de perforation, donc ça va suivre un autre circuit. Mais je prends l'idée, c'est une bonne idée de regarder, et je travaillerai avec toi Nina pour voir un petit peu quels sont tous les types, et avec toi aussi, quels sont les types de déchets qui peuvent être produits par un patient diabétique, et on regardera quelles sont toutes les filières qui sont concernées. Là, il y a Vaya qui propose qu'on peut envoyer nos capteurs à Rodrigo pour matière première d'art. Donc, envoyez tous vos capteurs à Rodrigo. Abbott devrait peut-être envisager cette solution. Peut-être, il faudrait que tu les contactes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Je pense que on a répondu à toutes les questions les plus essentielles dans notre vie de diabétique. Merci Laurence, merci Rodrigo d'avoir donné vie à ce live, et merci à vous tous et toutes d'avoir suivi cette première rencontre avec un acteur de la diabétosphère. N'hésitez pas à partager votre Diabuddy ou sur votre groupe Facebook préféré. N'oubliez pas les gestes de tri. La campagne de collecte des pods se termine le 30 juin, donc la boîte en carton, le sachet en plastique, on met les pods, on referme et on dépose tout ça dans une pharmacie point de collecte dont la liste est sur votre site internet. Toutes les pharmacies, oui. Alors, les récupérer. Toutes les pharmacies. Et alors, moi, ça m'est arrivé quand j'ai déménagé. J'ai dit, bonjour, j'ai mes pods, vous les prenez. Le pharmacien n'a rien compris. Et je pense que l'une des solutions, je pense que les pharmaciens ne sont pas au courant parce que, d'une part, ils ne vendent pas les pods, donc quand on leur dit ça, ils ne savent pas. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est j'en ai parlé en fait avec lui, je lui ai expliqué comment ça fonctionnait. Et donc, je pense que l'une des solutions, c'est de présenter finalement la pompe à insuline à son pharmacien, de lui demander gentiment de récupérer et de se renseigner sur le site internet d'Astri.fr. Et là, vous devenez ambassadeur d'Astri. Oui, on est tous ambassadeurs d'Astri. Donc, n'oubliez pas les gestes de tri. Nous sommes diabétiques et aussi d'Astrieurs. Elle n'est pas belle la vie. Merci beaucoup.